Euh, Merci Yvan et merci à nos quatre intervenants pour des éclairages, ma foi, très complémentaires je dois dire tous très nuancés. Euh, la parole est donc j'allais dire à la salle, mais c'est une salle virtuelle. Mais nous étions convenus que nous démarrerions par une intervention de quelqu'un qui a autorité également en la matière, puisqu'il s'agit du président de la commission police du Parlement bruxellois. En dat is minister Guy van Engel. Goedemorgen Guy, welkom bij ons en wij luisteren naar u. Goedemorgen, bonjour à tous et à toutes. Merci de la charmante invitation. J'en profite pour vous souhaiter tous la bonne année, bonheur en santé. Geluk en gezondheid aan jullie allen. Dat mag nog in deze eerste week van het jaar. Vous devez savoir que depuis la 6e réforme de l'État, la région de Bruxelles-Capitale a obtenu une compétence supplémentaire qui est la coordination de la sécurité et de la prévention sur les 6 zones de police qui sont les nôtres. C'est une compétence qui revient au ministre-président et qui donc est effectuée par l'ensemble du gouvernement. C'est dans ce cadre-là que régulièrement sont faits des plans globaux de prévention et de sécurité qui sont préparés par le gouvernement et qui sont débattus au sein du Parlement. Dans ce cadre-là et dans le cadre de ces compétences-là, la commission de l'intérieur que je préside au niveau du Parlement bruxellois s'est attardée les derniers mois à la relation entre le citoyen et la police et inversement. Dus we hebben ons gedurende vele maanden door middel van talrijke hoorzittingen hebben wij ons geworpen op de problematiek van de relatie tussen de burger en de overheid en de politie en omgekeerd. Waarom? Omdat wij toch wel met zekere ongerustheid vastgesteld hebben dat er in die relatie tussen de burger en de politie, niet alleen in gevolge de COVID-aangelegenheden, maar in het algemeen, zich toch wel verontrustende feiten voordoen. We hebben natuurlijk de problemen gekend rond een aantal interventies die geleid hebben tot de dodelijke slachtoffers. We hebben aan de andere kant vastgesteld dat ook aan de kant van de burgers het respect voor de ordehandhavers, de politie, soms bijzonder erg te wensen overlaat. Et donc, notre commission a consulté un bon nombre de gens du secteur académique, du terrain, des policiers, des syndicats. M. Gorteman est venu témoigner aussi sur la formation dans notre commission. Donc, nous avons entendu beaucoup de gens et nous sommes arrivés à faire une résolution avec des recommandations très, très, très pratiques qui pourraient, selon nous, améliorer cette relation entre la police et le citoyen et qui fera maintenant objet de discussion au sein du gouvernement qui nous présentera son plan global de sécurité et de prévention pour les années à venir et dans lequel seront repris bon nombre des recommandations que notre commission au sein du Parlement bruxellois a rédigées. De quoi s'agit-il en particulier? Pour vous donner un exemple, nous estimons qu'au niveau de la formation, il y a probablement des améliorations à faire. Wij zouden graag hebben dat meneer Gorteman zou kunnen beschikken over de beste leerkrachten, de beste politiemensen die beschikbaar zijn om de vorming te geven, wat misschien niet altijd het geval is. En wij vinden dat hij daarvoor alle mogelijke middelen moet krijgen die nodig zijn om dat goed te kunnen doen. Alles start bij een uitstekende vorming. Je vous donne un petit élément anecdotique pour dire qu'on va vraiment avec nos recommandations dans la pratique. Nous avons constaté que pour conduire un véhicule de police, la formation est de 2 jours.
Dus om een politievoertuig te mogen bedienen en te sturen, krijg je 2 dagen opleiding. Monsieur Gorteman, oui? Vous mettez votre micro, monsieur Gorteman. Vous mettez votre micro. Voilà. Bonjour, Monsieur le Président. Sorry, j'ai oublié le micro. Mais un jour, vous parlez de 2, ce n'est que 1. Ce n'est qu'un jour. C'est encore moins. C'est encore moins, oui. C'est pour ça que je voulais intervenir. C'est gentil, Monsieur Worteman, de rectifier mon tir. Il faudra qu'on rectifie dans le rapport, parce que dans le rapport, il a aussi été mis 2 jours. Maar donc 1 jour. Dus je krijgt een voertuig ter beschikking met zwaailichten, sirene. Je kunt daarmee dus de verkeersregels doorbreken en dus op een vrij impulsieve manier u in het verkeer begeven. En daarvoor krijg je 1 dag opleiding. Dat is iets wat niet gaat. Indien wij nu geconfronteerd zijn geweest met toch een aantal dodelijke slachtoffers, onder meer tijdens interventies, waarmee ik niemand de schuld wil wijzen, maar dan is er misschien toch wel iets te doen aan de opleiding van onze mensen om op een verstandige, beredeneerde en technisch correcte manier dit soort opdrachten te kunnen uitvoeren. Nous nous sommes longuement attardés au travail de quartier, où nous estimons qu'au niveau des quartiers, la connaissance de nos équipes sur le terrain est insuffisante. Nous avons trop de policiers qui nous viennent de Flandre ou de Wallonie, mais qui ne connaissent pas du tout la situation bruxelloise et qui ne connaissent en particulier pas les quartiers dans lesquels ils travaillent. Et ces quartiers peuvent être très différents. Un quartier de Woluwe-Saint-Pierre ou un quartier à Anderlecht, ce ne sont pas les mêmes. Et donc, avoir la possibilité au sein de la formation de bien décrire aux agents que nous allons mettre sur le terrain quels sont ces quartiers, quelles sont les spécificités de ces quartiers, comment fonctionnent, quelles sont les différentes populations que nous avons dans notre région. Tout cela pourrait améliorer, nous croyons, le travail de quartier, tout comme nous avons beaucoup parlé de community policy, dans les mots policiers, c'est assez connu. Nous voulons qu'on travaille plus là-dessus. En matière de communication, nous avons eu des recommandations. Nous sommes pour les bodycams. Nous sommes pour l'utilisation des bodycams, mais avec des protocoles bien décrits et avec des règles de fonctionnement de ces et de l'utilisation de ces bodycams selon des règles très précises. Un petit exemple, pour être très pratique, dès qu'on entre en intervention, on met le bodycam à partir du moment où on entre en intervention. On ne peut pas l'allumer ou le mettre en route qu'au moment où on croit que ça peut être utile. Quand on fait une intervention, on le met immédiatement et on laisse filmer l'ensemble de l'intervention. Donc, on s'est attardé sur les protocoles qui sont nécessaires pour une bonne utilisation des nouvelles techniques. En matière d'intervention et de méthode de travail, nous croyons que, par exemple, il y a encore des améliorations à faire au niveau du dispatching et des numéros d'urgence. Une bonne intervention commence avec une bonne communication de celui-là qui veut voir l'intervention de la police et du dispatching. En là, een goede politie-interventie begint met een juiste communicatie. De mensen die dispatchings bemannen, moeten niet alleen vlot meertalig kunnen zijn, maar moeten ook opgeleid zijn om op een aangename, correcte en vastberaden manier onmiddellijk de juiste informatie te detecteren van zij die hen oproepen, om die aan de mensen op het terrein te kunnen doorgeven, zodat die met de meest grote kennis al van wat er zich voordoet kunnen tussenkomen. Het zijn maar een paar kleine voorbeelden van de tientallen praktische aanbevelingen die we doen. Nous nous sommes longuement attardés sur toute la problématique de le profilage ethnique. Je crois qu'après notre commission, plus personne
niera que ce problème de profilage ethnique existe en que nous devons y travailler. Ik denk dat we zelfs het mooiste voorbeeld van het verschil in politieoptreden en etnische profilering hebben kunnen zien deze week in de Verenigde Staten van Amerika, waar de politie-interventies toch wel van een heel andere orde waren tegenover de herrieschoppers die we daar in Washington hebben gezien dan tegenover bijvoorbeeld betogers van de Black Matters Live betogingen. Dus we hebben ons daar bij stilgehouden. Wij zouden graag hebben dat bijvoorbeeld tegen het veelvuldig voorkomen van identiteitscontroles ook protocollen zouden komen die duidelijk beschrijven wat en hoe en die de inventaris maken van het aantal keren dat men aan tot identiteitscontroles overgaat en waarom men dat doet. Dat allemaal in de bedoeling van het etnisch profileren zoveel als mogelijk tegen te gaan. Nous nous sommes attardés à toute la problématique des sanctions et amendes et des sacs et de gasboetes, zoals we ze noemen, et ainsi de suite. À vrai dire, nous avons pour cela un centre de formation qui peut nous être utile, d'ailleurs que nous souhaiterions, M. Gorteman, visiter avec notre commission dans la deuxième partie de cette année-ci, pour une fois voir comment ça fonctionne sur le terrain. Nous avons une autre administration qui est BPS, Bureau de Prévention et de Sécurité, die dus het geheel coördineert. BPS is trouwens ook de administratie waar het crisiscentrum nu is gehuisvest. U weet dat we eindelijk in Brussel ook een algemeen coördinatiecentrum hebben, waarbij wij normaal gezien alles wat in crisistijd door de politie moet kunnen worden ingezet, ook door de brandweer en de openbaar vervoer en zo, moeten kunnen coördineren zoals dat in grote steden gebeurt, wat we feitelijk nog niet hadden. Ceci dit, et j'en termine par là, notre commission a fait ses recommandations. Je vous conseille la lecture de cela. Ces documents sont à trouver sur le site de notre Parlement. Pour ceux qui veulent encore plus aller en détail, il y a une étude que je voudrais, et qui nous a été longuement expliquée, une étude quand même que je voudrais vous recommander, c'est l'étude de Madame Sarah Van Praat. C'est elle qui a commencé d'ailleurs l'ensemble des auditions que nous avons faites au sein du Parlement. C'est une étude très, très bien faite qui est une étude qui a été faite sur le terrain dans la zone de Bruxelles-Nord, Bruno, et qui est une étude qui démontre bien où sont les problèmes pratiques qui peuvent améliorer la vie de la police et donc améliorer le contact entre les policiers et le citoyen. Et j'en termine. Nous estimons avec notre commission que la police doit être exemplaire avec le citoyen et que les citoyens doivent être exemplaires avec la police. Et j'y ajoute un petit élément personnel. Dans mon avis, dans le rapport de force qui existe, celui qui a le plus de force doit donner l'exemple. Et voilà, c'était cela auquel nous nous sommes attardés et auquel nous avons travaillé dans notre commission. Recommandations qui seront reprises dans le plan global de sécurité et de prévention du gouvernement qui sera présenté d'ici peu au Parlement. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Guy. La parole est alors maintenant, enfin, parce que finalement nous avons eu 5 exposés, à vous autres qui nous écoutez de l'autre côté, à l'autre bout du fil. Et donc, vous avez la possibilité de poser des questions. Philippe Van Parijs. Bonjour Philippe. Bonjour Adam, bonjour tout le monde et merci pour ces 5 exposés effectivement complémentaires. Alors j'ai 3 questions d'information qui s'adressent à Jacques Worteman. Question très rapide. Donc la première, est-ce que j'ai bien compris que pour donc devenir inspecteur de police, donc on peut commencer à 18 ans, on fait le test, on réussit le test, puis on a une année de formation partiellement théorique, partiellement pratique, puis 6 mois de stage, et puis on est opérationnel, donc on peut l'être
à 20 ans, disons, après cette période de formation. Donc, ce que j'ai bien compris. Deuxième question, qui est d'ailleurs liée à cette question enfin, un des points qui a été soulevé par Guy Van Engel. Donc, il y avait dans votre tableau avec les gâteaux là-bas partagés, donc le dernier indiquait donc Bruxelles 76%, autres 24%. Est-ce que je comprends bien ces chiffres en disant que actuellement c'est l'inverse, c'est l'inverse. Oui, c'est ça, 76% autres, 24% Bruxelles. Donc, est-ce que je comprends bien ces chiffres en disant que dans les effectifs actuels de la police bruxelloise, donc à la fois opérationnelle et civile, il y a 24% de ces personnes qui sont domiciliées actuellement à Bruxelles. C'est bien ça l'interprétation à donner. Et donc, lié à ce point-là, si c'est bien ça, quel est le mécanisme? Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette sous-représentation très importante de la population bruxelloise locale au sein de ces effectifs policiers, hein, ce qui crée évidemment un rapport plus difficile pour des raisons qui ont été évoquées par d'autres interventions entre la population et sa police. Et alors, enfin, troisièmement, c'est passé assez rapidement. Si vous pouviez revenir sur les chiffres en matière pour les tests linguistiques, donc ce que voulait dire donc les 4 lignes région de Bruxelles capitale, néerlandophone, francophone et puis cadre de base. Est-ce que c'était des chiffres alors pour l'ensemble du pays? Et alors que veut dire le test exactement? Donc est-ce que pour les Bruxellois il y a un test dans une seule des 2 langues officielles de Bruxelles, ou bien est-ce qu'il y a un test dans les 2 langues? Et bon, qu'est-ce qu'il y a donc exactement derrière ces chiffres? Voilà mes 3 questions. Voilà, merci Philippe. Jacques Gorteman, je pense qu'il vous revient de répondre. Bon, je vais me lancer, mais je voudrais d'abord remercier le ministre qui va me donner les meilleurs formateurs. Donc, c'est formidable. Je les attends avec impatience, évidemment. Je lui ferai visiter avec grand plaisir notre école de police qui a déménagé au mois d'août. Mais il faudra attendre, Monsieur le ministre, que la pandémie soit terminée, parce que pour le moment, si vous venez nous visiter, à part quelques courageux qui restent en poste, les élèves ne sont pas là, donc vous n'allez voir que des locaux vides pour la plupart. Mais sinon, vous êtes le bienvenu, évidemment. Alors, pour Monsieur Van Parijs, effectivement, les chiffres concernant l'âge sont tout à fait corrects. Ça veut dire que si quelqu'un est relativement précoce dans ses études, termine ce que nous, on appelait à notre époque les humanités avant 18 ans, peut entrer à l'école à 18 ans et aura donc fini à 19 et se retrouvera sur le terrain à 19 ans. Et donc, pour l'anecdote et pour mettre un peu d'humour dans le débat, j'ai un jour reçu un nouveau policier qui est arrivé parce que c'était l'été en Bermuda avec un sac à dos, et le gars faisait 1m62 et donc je l'ai pris pour un élève d'humanité qui venait faire une visite au commissariat et pas du tout comme un des nouveaux policiers qui allait commencer chez moi à Jette à l'époque. Alors, la deuxième question concernant les petits fromages, oui, il y a 24% des policiers qui travaillent dans les différentes zones bruxelloises qui sont résidents dans une des 6 zones de Bruxelles. Maintenant, est-ce que Bruxelles est sous-représentée? Il faut voir ça différemment. C'est vrai que les candidats de la région bruxelloise ont plus difficile dans certains tests, et ça je l'ai montré notamment dans le test de langue pour les néerlandophones, mais c'est pas tellement compliqué. Moi, c'est mon interprétation de bruxellois. La communication est interrompue. Ah, vous ne m'entendez plus? Non, on vous entend bien. Ouais. Ah, ok, bon. Donc je reprends. C'est mon interprétation de bruxellois à partir du moment où il y a beaucoup de gens qui fréquentent l'école néerlandophone pour X ou Y raison, mais qui ne maîtrisent pas la langue du tout. C'est assez logique que le jour où il y a des tests de recrutement dans la langue maternelle, entre guillemets, eh bien, ils ne les réussissent pas.
Maintenant, par rapport au domicile, c'est pas pour autant que les gens qui travaillent chez nous ne connaissent pas la région ou n'y ont pas habité. Il faut aussi savoir que la majorité des policiers ne veulent plus habiter dans certaines communes, par peur d'être confrontés journellement à des gens qu'ils contrôlent ou qu'ils arrêtent régulièrement, et qu'à partir du moment où ils ont un boulot depuis un certain nombre d'années, qu'ils veulent construire ou acheter quelque chose, eh bien, Bruxelles est trop cher pour un policier de base, et donc ils vont évidemment acheter dans la périphérie ou même plus loin, côté néerlandophone ou francophone, ça dépend, et ils vont habiter un peu plus loin. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a que 24% de gens qui connaissent ou qui sont originaires de Bruxelles. Ça sont les chiffres du domicile. Voilà. Est-ce que j'ai répondu aux questions? Pour préciser peut-être une des questions de Philippe, en tout cas pour moi, ça n'est pas tout à fait clair. Quels sont les tests linguistiques que les policiers doivent passer à Bruxelles? Est-ce que c'est dans une langue ou dans les deux? On s'attendrait à ce que ce soit dans les deux. Absolument pas. Donc, c'est dans une seule langue. Vous faites comme pour n'importe quel examen d'entrée où que vous alliez, un examen dans votre langue maternelle. Et donc, à partir du moment où vous avez réussi, vous allez en formation et vous suivez la formation dans votre langue maternelle. Maintenant, moi, j'ai toujours été partisan d'une formation à partir de l'école primaire dans les deux langues à partir du moment où vous êtes à Bruxelles. Mais bon, ça ne se fait pas. C'est dommage. C'est difficile d'exiger de l'école de police à Bruxelles de vous donner une cours dans les deux langues alors que vous ne l'avez jamais fait quand vous étiez ni en primaire ni en humanité. Si on commençait par là, on aurait déjà beaucoup moins de problèmes, entre autres au dispatching, comme le disait le ministre-président tout à l'heure. Alors, Monsieur Gorteman, une précision là-dessus. Vous avez montré que du côté néerlandophone, c'était la cause principale d'échec était liée à ce test de langue. Tout à fait. Mais c'est un peu contre-intuitif. Ça veut dire que du côté néerlandophone, on maîtrise moins bien sa langue que du côté francophone. Tout à fait. Mais je viens de vous dire pourquoi. Ça, c'est mon interprétation. Moi, je ne suis pas dans les commissions de sélection à ce niveau-là et je ne peux pas vous donner, entre guillemets, le profilage ethnique de ceux qui passent les examens. Mais est-ce que vous avez autant de néerlandophones de souche qui passent les examens que des néerlandophones d'origine étrangère? Oui, mais intuitivement, on s'attendrait à ce que ce soit peut-être plus le cas du côté francophone que du côté néerlandophone. Non, pas du tout. Est-ce que vous pouvez remontrer la slide peut-être avec… Alors là, je dois retourner. Tac, tac, tac. Parce que je l'ai devant moi. Donc, en région bruxelloise, les candidats néerlandophones, au niveau de la langue, il n'y a que 21% de réussite. Oui. Alors que la moyenne nationale est de 61%. Monsieur Sloss, qui est à côté de moi, me souffle à l'oreille peut-être une partie de l'explication. Ça pourrait être le fait de la présence de très nombreux francophones dans l'enseignement néerlandophone qui explique alors qu'ils doivent faire l'examen linguistique en néerlandais. Bien sûr, oui, tout à fait, c'est ça. La langue à la maison n'est pas celle qui est parlée à l'école de façon plus générale. Ouais. Quand vous recevrez le PowerPoint, je suppose que vous allez le distribuer aux participants, vous allez voir qu'en dessous, il y a bien marqué, donc c'est une étude qui a été faite par Eurostat et la police fédérale en 2018, que dans les gens qui ont passé les examens et qui ratent, une sur trois, ne parle ni le français ni le néerlandais à la maison. Yeah. Donc ceci explique peut-être cela. Hein. Yeah. Voilà. D'accord. Et donc la formule à adopter, c'est pas que chacun passe l'examen dans sa langue maternelle, mais chacun doit passer l'examen dans la langue dans laquelle il a été scolarisé en Belgique. Exactement. Et donc, je reviens quand même parce que moi, je suis un echte bruxellaire, comme on dit, et que je trouve dommage, évidemment, que on ne doive pas être bilingue à Bruxelles, contrairement à ce qui se passait avant la réforme de la police. Moi, pour rentrer comme policier à l'époque, j'avais dû d'abord présenter mon examen linguistique
attestant que j'avais le niveau de bilinguisme requis pour pouvoir m'exprimer, comprendre et travailler dans les deux langues. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. On a donné à la réforme la possibilité aux policiers d'être recrutés avec comme obligation légale de réussir le test de bilinguisme dans les 5 ans. Sauf que cette mesure n'a jamais été mise en application. Et donc, il y a des gens qui travaillent depuis l'an 2000 et qui n'ont jamais passé ce test linguistique. Okay. Très bien. Monsieur Schloss et puis Eric Correille. Oui, très vite rebondir sur les 24% de Bruxellois, parce qu'on a fait l'analyse pour la zone Bruxelles-Capitale XL, et en fait, le lieu de domicile le plus fréquent, c'est le Brabant flamand. En fait. La plupart de nos collaborateurs habitent là-bas. Et effectivement, j'ai aussi cette idée. On est en train de voir comment on peut opérationnaliser ça pour voir s'il y a vraiment cet effet de glissement de Bruxelles vers d'autres communes, mais d'expérience, c'est anecdotique naturellement. Effectivement, beaucoup de gens que je connais qui ont le même accent que moi quand ils parlent français se retrouvent ailleurs qu'à Bruxelles et donc déménagent. Et j'ai l'expérience aussi d'avoir fait patrouille au centre-ville au moment que j'habitais au centre-ville. Et c'est à ce moment-là que j'ai déménagé vers une autre commune que celle où je travaillais. Donc il y a effectivement une dynamique qui fait que les gens s'éloignent. Enfin, il y a plusieurs dynamiques naturellement, hein, parce qu'on voit aussi qu'il y en a pas mal qui viennent du Limbourg, hein, parce que là les zones de police recrutent moins, où il y a moins de place à la police. En Anvers, c'est clair qu'il y a très peu parce qu'il y a des grandes zones et ça recrute beaucoup. Mais sinon, c'est vraiment plus qu'on s'éloigne, moins qu'il y en a. Et donc le Brabant flamand, et c'est des néerlandophones et des francophones qui habitent au Brabant flamand. C'est tout ce que je voulais. Ah oui, et par rapport à l'âge, c'est peut-être intéressant aussi parce que il y a on peut rentrer effectivement, on peut se retrouver en rue 19-20 ans, mais en interne de l'organisation, il y a aussi une sorte de stratification où les gens en intervention sont souvent les plus jeunes de l'organisation. Donc, après quelques années, on va s'éloigner de cette première ligne, et c'est justement en cette première ligne où cette image est construite, où l'identité est construite de la police, ou que son rôle majeur prend forme. Voilà. Merci, Monsieur Schloss. Eric Correille. Voilà. Bonjour à tout le monde aussi de ma part. Oui, moi, j'aimerais tourner sur une remarque de Els Enus qui nous dit que, disons, dans les activités réelles de la police, 20% étaient, disons, criminalité, 80% maintien de l'ordre. Alors, j'aimerais des commentaires sur la question de cette notion de maintien de l'ordre, comme si l'ordre public dans une ville, et dans une ville comme Bruxelles, existe, et alors il faut le maintenir. Hein. Un de mes problèmes, c'est justement que les policiers et l'éducation et les préparations sont focalisés sur les infractions, ceux qui sont déjà au-delà, disons, de la règle, et que en réalité, il y a personne qui nous apprend quel est cet ordre public dans une ville multiculturelle, multi-activité. Et donc, moi, mon domaine de recherche de, disons, la ville et l'urbanité, il y a une littérature immense que, disons, de public sphere, de comment se comporter dans ce qui devrait être l'ordre public, et nécessite la formation de l'ordre public. Et moi, enfin, ce qui manque, en fait, et ce que j'aimerais que la police aide, c'est justement à l'éducation populaire de comment construire l'ordre public, tandis que chacun a sa conception, etc. Il ne s'agit pas simplement, disons, de le feu rouge et de respecter le feu rouge. Le comportement de l'ordre public, c'est une notion de convivialité, respect de l'autre, enfin, tous ces questionnements-là qui sont beaucoup plus complexes que s'arrêter ou pas s'arrêter devant le feu rouge. Et donc, je pense que d'abord dans la formation, et donc en tant qu'émérite, je suis prêt à venir parler devant l'école pour expliquer l'urbanité, Bruxelles, etc. C'est quand même quelque chose de plus compliqué que d'étudier les règles
et les lois et puis de voir ceux qui sont en infraction ou pas. Donc moi, c'est qui dans le comportement général des policiers, c'est que leur rôle, donc Enus en parle et le rapport d'ailleurs aussi, Community Policing, le rapport, disons, du Parlement en parle aussi, c'est une autre conception en amont, avant, donc le rôle de la prévention quotidienne. Et je termine en disant, depuis des années, on nous parle de meer blauw in straat, hein? Mais alors, pour faire quoi? D'abord, il y a très peu de blauw in straat. Enfin, moi, j'habite Matongué depuis 40 ans. Il y a du blauw in straat quand il y a cinq voitures de policiers qui arrivent en Robocop et qui font un peu la guerre par rapport aux bandes de drogue. Pour le reste, chaussée de Wavre, il y a rarement du blauw dans le straat. Des gens qui disent ne jetez pas votre mégot par terre, ne vous garez pas en double fil, qui construisent l'ordre public. Il n'y a pas ça. Donc la fonction de la police ou d'autres, disons, à construire l'urbanité, c'est ça qui, moi, me manque beaucoup. Et on nous tombe toujours dessus quand il y a infraction. Et je pense que cette image-là, on doit la mettre en débat. Mevrouw Enus. Yeah. Oui, merci pour ces remarques, Eric. Ils sont très pertinents. Mais j'aimerais quand même pointer à deux choses avant de répondre sur tes remarques. C'est que l'ordre public se crée pas seulement avec la police. C'est en fait une notion qui est toujours la police. Le travail de police est, disons, influencé par trois grands acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs pour influencer, mais il y en a trois très grands. C'est le gouvernement, mais le gouvernement en large terme. Donc, il y a aussi les services administratifs, il y a le gouvernement, il y a les bourgmestres, il y a donc tout ce qui est gezag, qui ont une idée sur c'est quoi l'ordre. Et par exemple, c'est connu à Bruxelles, on sait très bien que la police est demandée par certains bourgmestres de, par exemple, repousser des prostituées d'une commune à l'autre pour aller pousser le problème vers une autre commune. Donc, c'est une notion sur l'ordre. C'est connu que quand il y a des grandes manifestations, la police est demandée par quelques bourgmestres de straten schoon te maken. Donc, il faut qu'il n'y ait pas de sans-abri dans la vue des grands manifestants, des choses qui sont organisées, quoi. Donc, c'est une vue sur l'ordre. Donc, eux, ils jouent un rôle. C'est important que quand on parle de l'ordre public et des villes, qui sont impliqués et que c'est pas que la police la police travaille, de politie werkt in opdracht van overheid en heeft haar eigen visie op hoe je dat moet inderdaad gaan invullen. Maar het is niet de politie die bepaalt wat orde is. Hè. Dat is bepaald door nog een andere actor, de burgers. Hè. Niet alleen is die politie alleen maar bezig of heel veel bezig met ordehandhaving, ze zijn ook aangestuurd door de burgers. 80%, opnieuw 80%, vreemd genoeg, van haar werk komt omdat de burger vraagt, haar oproept, omwille van een of ander probleem. Heel vaak zijn dat conflicten. Ik heb conflict met mijn buur, want de boom hangt te ver over en de takken komen tegen mijn schoorsteen en ik wil dat hij die omhakt, maar hij wil dat niet doen. Dat soort van conflicten. Dus dat is wat ik noem ordehandhaving, is tussenkomen in die conflicten om ook te zeggen, kijk, dit kan niet, je kan ook niet verder gaan. Kunnen conflicten zijn tussen partners. Dat is een van de grote bulk van het werk van politie. Ook daar, burgers, door het oproepen, door die politie te vragen om tussen te komen, bepalen voor een deel wat orde is. En een gekend fenomeen trouwens uit het fameuze rapport van Sarah van Praat, inderdaad zeer interessant, is inderdaad een
een plaatje waar je dus 2 jongeren ziet zitten op een pleintje met een hoodie. Ja. En ze zijn 16 jaar. En wat gebeurt er? De buren die kijken op het plein, die gaan bellen naar de politie en oproepen en zeggen, daar zitten 2 jongens drugs te gebruiken. Ja. En dus je krijgt de burger die op een of andere manier de situatie definieert, de politie volgt, gaat daar naartoe, gaat dan kijken, is er iets strafrechtelijk gebeurd? Dat is hun manier van optreden dan. Maar je krijgt dus ook die burger die een notie heeft over wat is orde. Dus je kan niet alleen die debat houden en alleen maar kijken en focussen op politie zelf. Dus het hele racisme wat we vaststellen bij de politie wordt weerspiegeld door wat in de samenleving aanwezig is. Dus we moeten een veel breder debat voeren dan enkel alleen politie die een belangrijke rol spelen, ontken dat niet. Maar je moet het debat opentrekken. Dank u, mevrouw. Is er nog een andere vraag? Oui, monsieur Gorteman. Voilà, je voulais rebondir déjà sur ce que Madame vient de dire, mais surtout ce qu'elle avait dit au préalable, et pour confirmer les chiffres par rapport à le questionnement de Monsieur Corin. Donc, effectivement, c'est une information que moi je donne systématiquement depuis 20 ans, chaque fois que je fais des journées de formation ou de recrutement, et maintenant j'en fais aussi part dans mon discours d'accueil des nouveaux aspirants qui rentrent à l'école, je leur dis que plus de 70%, donc je suis un peu plus bas que les 80% de Madame, plus de 70% des interventions, et là, moi, j'utilise un autre vocabulaire parce que l'ordre public, c'est un terme que je n'utilise plus. D'abord parce que officiellement, il a été remplacé par un terme qui a été judicieusement choisi, qui est la gestion négociée de l'espace public. Et là, maintenant, votre deuxième intervention est beaucoup plus nuancée que la première, et je suis tout à fait d'accord avec celle-là. C'est vraiment de la gestion négociée, et c'est pas que la vision policière. Mais moi, je dis encore autre chose. C'est peut-être mes études d'assistant social qui font ça, mais moi, je leur dis, vous avez dans votre futur boulot 70% d'intervention à caractère social. Et que donc, si vous pensez venir chez nous pour pouvoir faire comme disait Monsieur Van Engel tout à l'heure, le cow-boy avec un véhicule de police avec en code 3 sirènes et gyrophares, ou si vous pensez que vos interventions vont être uniquement sortir votre arme ou votre matraque ou votre spray et d'attraper des voleurs ou des gens qui viennent de commettre un hold-up, je dis oubliez-le, c'est pas chez nous qu'il faut venir. Chez nous, ce sera effectivement des différends. Moi, j'appelle ça des différends. Le différend de voisinage, le différend dans un magasin, le différend pour une place de parking, un problème entre parents, enfants, entre couples, et c'est ça qui fait pratiquement les 3/4 du boulot quotidien d'une équipe d'intervention en première ligne. Ça, c'est exact, c'est comme ça. Et comme vous dites aussi, ce n'est pas uniquement la police qui va régler la vie en société. Et pour que, à mon avis, ce soit mieux réglé, qu'il y ait moins de problèmes et moins de tensions, bien sûr qu'il faut veiller à ce que les policiers soient le mieux formés possible et qu'ils soient le plus polis possible, qu'ils soient correctement habillés, qu'ils aient une bonne présentation, qu'ils sachent s'exprimer dans la langue de la personne pour laquelle ils vont intervenir. Mais je crois aussi qu'il faut voir de l'autre côté, et là, il y a des gens autour de la table qui pourront confirmer, je l'espère, mais c'est que les gens à qui nous, on s'adresse, bénéficient aussi, que ce soit via l'école ou via la famille, d'une autre éducation et qui soient aussi au courant de ce que veut dire le respect, de ce que veut dire l'éducation, et qu'on leur donne des cours à l'école sur le civisme, qu'on leur donne des cours sur ce que c'est une incivilité, cracher en rue, jeter sa cigarette en rue, insulter, jeter des cailloux sur les véhicules de police. Et peut-être que là aussi, si de l'autre côté de la barrière, il y avait un effort qui était fait, on aurait probablement moins de tension quand on intervient
avec exactement le type de population dont monsieur a parlé de la Ligue des droits humains tout à l'heure, hein, des jeunes de moins de 25 ans dans certains quartiers où là, le respect, que vous interveniez de manière polie ou pas polie, vous pouvez l'oublier, vous vous faites de toute façon insulter ou caillasser la plupart du temps. Monsieur Perouti, justement. Oui, peut-être répondre là-dessus parce que plusieurs intervenants y ont fait allusion. Bon, peut-être deux préalables, ça ne devrait même pas être mentionné tellement je pense c'est évident pour tout le monde ici, autour de la table et au-delà. C'est d'abord que le respect doit être mutuel, ça me paraît évident, et que la violence n'est pas plus acceptable quand elle est commise par des policiers ou contre des policiers. Ça, je pense que ça vaut la peine d'être rappelé, mais ça ne doit pas être très long. Par contre, je pense qu'on ne peut pas strictement mettre dos à dos la violence commise par les policiers et la violence commise contre les policiers. C'est pas du même niveau. Pourquoi? Pour la raison qu'a dit M. Van Engel il y a quelques minutes, qui est que dans un cas, on a quelqu'un qui représente l'autorité, qui est dans une position de force, qui a été formé pour, qui a les équipements pour, et qui a une position d'une certaine manière dominante, prédominante par rapport au public. Et donc évidemment qu'il faut former les jeunes en particulier au respect de tout le monde et à la civilité, au civisme, tout ça est évident. Mais on ne peut pas tout à fait mettre les choses sur le même plan, d'autant plus que les policiers doivent être formés à gérer la violence, vous l'avez dit, et qu'ils peuvent exercer la force strictement nécessaire dans certaines situations, et elle est parfois nécessaire, je le reconnais, mais strictement nécessaire et pas au-delà. Et donc, très souvent, on est dans une disproportion de la violence qui est utilisée, alors qu'elle pourrait s'arrêter beaucoup plus tôt. Dès que la personne est maîtrisée, il n'y a plus de justification possible de la violence quand une personne est menotée, ou autre, y compris des insultes, des violences verbales ou psychologiques ou sexistes, parce qu'on parle beaucoup de violences racistes, mais il y a un niveau de violence sexiste extrêmement fort et on reçoit beaucoup de témoignages. Donc voilà, bien sûr que le respect doit être mutuel, mais il faut reconnaître aussi que la relation est déséquilibrée et que les policiers doivent être formés et entraînés à résister à ce qui peut être de la provocation de gamins qui leur parlent mal. Est-ce que je ne dis pas que ça existe? Monsieur Schloss, et puis après Daniel, et puis Myriam, et puis Fatima. Oui, je voulais juste ajouter qu'au-delà du rapport de domination, hein, ou de quelqu'un qui a le pouvoir et qui n'a pas le pouvoir, il y a aussi une donnée qui est différente, c'est qu'un professionnel et l'autre pas, un payé pour et l'autre pas. Donc voilà, c'est un comportement professionnel. Ceci dit, allez, ce qui se passe en rue, dans les discussions entre personnes, etc., c'est pas du ballet, c'est pas scripté, et donc c'est jamais beau non plus la contrainte. Même si on te donne le monopole de la contrainte, c'est pas pour ça que d'un coup ce que tu vas faire va être chorégraphié comme dans les films, etc. Non, c'est extrêmement moche et c'est extrêmement difficile et c'est extrêmement différent chaque fois. Hein? Et donc moi aussi j'ai ce monopole de la contrainte. Monsieur est plus grand que moi, si je dois me maîtriser, ben ça va pas être très beau, hein, donc et je vais peut-être me faire mal aussi, même si je suis formé à. Hein, et donc la difficulté est là-dedans aussi. La violence, elle est moche, elle fait mal. Allez, je la déteste aussi de la voir, mais il faut l'expliquer. Hein, il faut aussi essayer de la maîtriser, ce qui est difficile parce que il y a de l'adrénaline, etc. Et donc voilà. Mais ça, c'est des choses qu'on doit faire au niveau qu'on essaye hein, de régler au niveau de la formation aussi, de gérer ces impulsions. Donc, c'était juste ça que je voulais encore ajouter au débat parce que même avec les images, donc bodycam, on est pour aussi. Hein, plus d'images, c'est mieux que moins d'images. Mais récemment, il y avait quelqu'un qui postait sur le compte Twitter de la zone de police une intervention, qui filmait une intervention où une personne tombait devant les policiers et est en train de rouler sur le sol pour dire voilà, c'est comme un footballeur. Hein, donc, et maintenant, celui qui passe va dire pas violence policière. Hein. Et donc, je ne dis pas que c'est la norme. La seule chose, ben, comme il faisait l'analogie avec le football, je me disais, mais regarde dans le football, il y a des images en qualité superbe. On répète les images. Il y a même un VAR, etc. Mais il y a toujours de la contestation. Et donc, c'est aussi un leurre ou un piège de penser que ça règle tout. Il y a aussi la discussion et la transparence par rapport à ce qu'on fait. Et à un moment donné, l'acceptation hein, qu'une forme de contrainte était légitime et que le débat était fini à ce moment-là aussi. Voilà.
Merci pour cette comparaison qui est effectivement éclairante. Daniel Nisenholz, puis Myriam Gérard, puis Fatima Zibou. Oui, bonjour à tous. Merci pour ces débats passionnants. J'ai en fait deux questions plutôt concernant le recrutement et aussi concernant l'éducation permanente. La première, c'est finalement Bruxelles est une ville extrêmement métissée. Avec je ne sais plus combien de nationalités, de gens de différentes origines. Et je me posais la question, est-ce que la police est aussi métissée, la police bruxelloise est-elle aussi métissée que sa ville? Et est-ce que, si oui, si c'est pas le cas, est-ce que c'est une des sources de problèmes? Donc ça, c'est une première question. La deuxième, c'est que on a beaucoup parlé de la formation des jeunes policiers. J'ai pas beaucoup entendu de choses sur la formation permanente, donc des gens, des policiers qui ont 5, 10, 15 ans d'expérience. Comment est-ce que eux continuent à être formés à cette société qui évolue et leur métier qui évolue aussi? Voilà, c'était mes deux questions. Merci peut-être pour la première question, Monsieur Sloss, pour la deuxième, Monsieur Gorteman. Peut-être des éléments de réponse pour les deux. Hein. Donc, il y a un élément de réponse déjà dans les critères d'accès à la profession, à savoir qu'il faut la nationalité. Et donc, ça veut dire que nécessairement, ceux qui se retrouvent à la police à Bruxelles ne ressemblera pas entièrement à ce qui habite à Bruxelles parce qu'il y a énormément de nationalités différentes qui habitent ici. Donc, il y aura toujours un retard aussi dans ce recrutement. Parce que ces gens vont acquérir la nationalité probablement, mais donc vont probablement arriver à la police plus tardivement. Alors, par rapport à la formation continue, remarque très importante parce qu'effectivement, et je voulais un peu soutenir M. Gorteman là-dedans aussi, dans le sens que pas tout est de la formation de base, parce qu'on parle toujours de la formation de ceux qui vont devenir policiers. Mais je suis moi-même formateur entraînement de dilemme, donc où via le modèle de Cooper, on analyse les situations de fonctionnement professionnel avec des problèmes, hein, et on essaye de voir quelles sont les possibilités d'action pour mettre un terme aux problèmes de comportement policier. Et donc je fais ça l'année passée, j'ai fait ça avec tous les nouveaux, ceux qui étaient en stage probatoire, donc ceux qui ont déjà un peu d'expérience de terrain mais qui sont très très nouveaux dans la formation. Et je dois dire qu'il y avait des groupes là-dedans où je pouvais, comme facilitateur du processus, pouvais sortir du local et ils pouvaient continuer tout seuls. Ils étaient bien, pour moi, bien ancrés, bien équilibrés. Ils savaient discuter très ouvertement de ce qui se passait. Je sais aussi que si je fais ce même exercice 5 à 10 ans plus tard avec les mêmes, je n'aurais pas nécessairement le même résultat. Et donc, effectivement, la question est qu'est-ce qu'on fait entre-temps? Et donc, en ce qui concerne la contrainte, hein, c'est clair que tout le monde doit suivre un programme de maîtrise de violence obligatoire. C'est 4 sessions d'une demi-journée au fil d'une année. Et ça, c'est obligatoire. Et tout le reste, hein, le moteur de la formation continue, c'est quoi? C'est l'avancement barémique et qui fait que chacun a droit à une journée de formation au cours d'une année et peut en suivre plus. Mais voilà, il y a une charge opérationnelle très lourde qui fait que régulièrement, on organise des formations et des secrétariats désinscrivent leur personnel parce qu'il y a un service d'ordre, une manifestation, ça bouge tout le temps à Bruxelles. Donc, c'est extrêmement difficile d'assurer que cette formation continue et garde la même qualité. Mais il y a bien sûr tout le temps des formations qui sont données. Moi-même, j'en donne par rapport à la violence sexuelle. Donc, on a une formation de 9 jours pour le centre de prise en charge de violence sexuelle, où notamment je donne un module sur les mythes sur les viols, la culture des viols, le transgenre, etc. J'aurais jamais cru en venant à la police que je donnerais cours à un moment donné de ça, mais ça se passe. Il y a l'entraînement de dilemme que je cite. Il y a puis des formations techniques, hein, il y a parce que les lois changent, les outils informatiques changent, donc ça draine déjà une capacité de la formation aussi. Donc, voilà, c'est pas évident de développer quelque chose sur toutes les années, et c'est pas ancré dans l'organisation comme on pourrait avoir dans certaines organisations privées où la formation est vraiment quelque chose qui met en avance, comme voilà. Et donc ça, c'est un aspect de culture, hein, même si j'aime pas
culture parce que la culture est immuable. Hein, c'est dans la structure qu'il faut adapter ça. On crée un peloton supplémentaire et le peloton supplémentaire, ben, il n'est pas sur le terrain, il est en formation et voilà, c'est réglé. Et d'un coup, ça devient la culture de l'organisation. Mais donc, il y a des réponses à trouver encore à ça de façon structurelle pour mieux ancrer ça dans notre fonctionnement. Merci, Monsieur Gorteman. Oui, je dois juste ajouter par rapport au recrutement. Donc moi, je vous ai expliqué le système de recrutement aujourd'hui, 9 janvier 2021. Mais il faut savoir que dans le courant de cette année-ci et probablement vers la fin de l'année, octobre-novembre, on va passer dans un autre système de recrutement. C'est un peu technique. Disons que la première partie restera la même, mais c'est les zones elles-mêmes qui vont faire la dernière partie. Donc aujourd'hui, on envoie tous ceux qui ont réussi dans des écoles, et c'est à partir du moment où ils sont dans les écoles qu'ils doivent choisir une zone. Le futur système de recrutement, pour lequel je ne suis pas 100% favorable, sera que les zones vont choisir à partir du moment où ils ont réussi les 3 premières épreuves, et c'est les zones qui vont nous envoyer les candidats. Voilà, ça c'est un détail, mais comme ça au moins c'est transparent. Et dans le processus de recrutement, les tests, les premiers tests, ça c'est pour répondre à Monsieur Daniel qui a fait son intervention. On nous dit dans les textes parlementaires de la ministre avec laquelle on aura un débat, tous les directeurs d'école la semaine prochaine, mais donc elle nous a envoyé les textes. Dans les textes, il est prévu que les tests initiaux vont être, et je cite, adaptés avec le prisme de la diversité. Voilà. Donc, est-ce que ça va permettre d'avoir plus de Bruxellois d'origine étrangère qui vont pouvoir les réussir plus facilement ou moins? Je ne sais pas du tout ce que ça signifie, mais ça, c'est le texte qu'on a reçu la semaine dernière. Merci. Myriam Gérard. Oui, merci Alain. Bonjour à tout le monde et un bonjour spécial à Guy Van Engel. J'ai en fait une question et puis plutôt 2 constats. La première en fait concerne les sanctions quand il y a un dérapage, pour utiliser ce terme un peu soft, d'un policier. Comment se passent les sanctions? C'est peut-être un sujet en soi, hein, peut-être qu'on peut le laisser tomber si c'est trop long à expliquer. J'imagine que ça va être assez complexe. Une deuxième, c'est plutôt un constat, et je pense que Monsieur Béchir Tayanti, qui est ici présent, me confirmera peut-être, c'est qu'en fait la question du pourcentage de Bruxellois qui travaillent dans la police, qui est si faible, eh bien ce pourcentage, je donne ma main au feu, on le trouvera dans plein d'autres institutions bruxelloises. Parce que se passe-t-il quand, je prends la STIB, mais ça peut être aussi dans des communes, le personnel communal, ou bien dans des mutuelles, etc. Quand un travailleur obtient un CDI, eh bien, la première chose qu'il essaye de faire, c'est avoir une maison, pouvoir acheter une maison ou un appartement. Et donc, la question du logement est quelque chose de fondamental. Tant qu'on ne l'aborde pas vraiment beaucoup avec des armes et des moyens et une dynamique totalement différente en région bruxelloise, eh bien, on aura constamment des personnes, des Bruxellois au départ, mais qui vont quitter la région et qui donc vont quand même d'une certaine manière s'acculturer un petit peu. Et donc, c'est un processus qu'on connaît depuis très longtemps. Et donc, quand on parle de statistiques de chômage à Bruxelles, moi, je rigole depuis très longtemps en disant, mais c'est pas ça le problème uniquement. S'il n'y a pas du logement adapté pour les fonctions essentielles, eh bien, les problèmes vont se poser. Et un jour ou l'autre, on connaîtra des problèmes que connaît Londres, où en fait, le personnel infirmier ou autre qui doit pouvoir arriver rapidement au travail ne pourra plus le faire. Donc, le problème du logement est, me semble-t-il, vraiment central dans cette question et déborde de la question de la police. Alors, deuxième chose, c'est une question qui rejoint un petit peu celle de Philippe sur la question des langues. Je pense que le fait du changement de cette réforme dans la police, je ne sais plus dans quelle année elle a été menée,
il n'y a plus d'exigence de bilinguisme. Philippe dira peut-être qu'il faudra même arriver à du trilinguisme à Bruxelles, a des conséquences vraiment dramatiques. Vous faites un accident, je suis cycliste, j'ai eu cette expérience, faites un accident de vélo ou de voiture ou n'importe quoi, si les policiers qui viennent ne sont pas à deux, un bilingue, un francophone, la personne par exemple qui a provoqué l'accident aura le droit d'aller faire sa déposition dans sa commune des semaines après, de contacter un avocat, blablabla. Bla, bla, bla. Et donc, je pense que ça a des conséquences vraiment, vraiment importantes. Et ma question est, quel est le bilan qui a été fait sur cette réforme de la police et est-ce qu'on envisage des mesures pour sortir de cette situation qui est vraiment très défavorable dans des cas d'accidents ou de choses comme ça. Voilà, merci beaucoup. Merci. Qui souhaite peut-être répondre à cette question, Monsieur Sloss et puis Monsieur Gorteman? Oui, deux choses. Hein, donc par rapport des réponses assez précises parce qu'on a encore des questions. Donc par rapport aux langues, en fait, la réforme n'a rien changé par rapport à la loi d'utilisation des langues. C'est mon expérience personnelle, c'est plutôt que c'est un état de fait qu'on a évolué d'un bilinguisme au niveau de l'individu et philosophiquement, on a évolué vers un bilinguisme fonctionnel, on va dire. On essaye avec le service d'assurer ce bilinguisme, mais voilà, c'est plus un état de fait qu'un changement légal, et ça n'a rien à voir avec la réforme de police. Qu'est-ce qui est fait? Il y a des cours de langue qui sont donnés, il y a des stimuli qui sont donnés dans le sens que remboursement de cours de langue qui sont pris dans le privé, heures de crédit qui sont données, etc., pour qu'on atteigne le niveau CELOR. Hein, donc, et avec le niveau CELOR, il y a un crime, il y a la carotte. Hein, donc voilà, il y a quand même le mécanisme. Néanmoins, voilà, on est avec cet état de fait. Alors par rapport à la sanction, effectivement, un sujet vaste. Deux aspects que je vais dire. La justice est lent, parfois lent aussi, hein, parfois lent, asymétrique aussi. Certains dossiers vont plus vite que d'autres. Néanmoins, hein, quand il y a un policier qui dérape ou qu'il y a une voie judiciaire qui est suivie, hein, il y a une infraction qui naît, donc il y a une enquête par le parquet, peut-être un juge d'instruction, etc., et toutes les étapes qui s'en suivent. Et alors il y a de façon parallèle une voie disciplinaire, hein, et donc il y a des communications entre les deux, mais c'est pas toujours évident non plus. On a des dossiers dans lesquels chaque mois on demande au parquet, pouvez-vous nous donner l'état des lieux, comme ça on peut avancer dans le dossier disciplinaire. Hein. Donc les deux se tiennent. Et le problème, c'est que quand on avance de trop dans l'un, on peut être rebooté parce que voilà, sur l'autre voie, il y a d'autres choses qui se passent. Néanmoins, le statut disciplinaire, il est très complexe. Hein. Et quand on voit les chiffres, on voit qu'il y a plus de dossiers disciplinaires dans les zones bruxelloises que dans d'autres zones. C'est en partie aussi dû au fait que les zones bruxelloises ont des services de discipline dédiés à ça, qui ne font que la procédure. Hein, et donc, parfois, on reçoit des demandes d'autres zones pour faire leur discipline parce que, justement, on a des systèmes qui sont dédiés et d'autres zones qui disent on commence même pas parce que c'est trop complexe. Donc, ce statut est complexe et il y a une réflexion en cours. Mais bon, voilà, c'est pas un sujet facile à changer. De toute façon, c'est quelque chose qui se passe au niveau fédéral. Madame Enutz, et puis on passera chez vous, Monsieur Gorteman, si vous voulez bien. Ja, ik wil gewoon even aanvullen dat inderdaad extreem complex dit hele systeem van sancties en kracht tegen de politie om te sanctioneren. Wat absoluut heel belangrijk is om in te zien, is dat een deel van de wet, op basis waarvan men dan kan sanctioneren, is opgesteld door oud-rijkswachters en dat die totale filosofie heeft van de rotte appellogica. Het is niet de organisatie, maar het is de rotte appel in de organisatie. En dat is wat niet juist is. Er zit geen systeem ingebouwd waarin men kan gaan leren van we hebben hier allerlei politiemensen die de lijn overgaan. We gaan die sanctioneren. Wat zijn de oorzaken ervan? Men gaat ze altijd zoeken bij het individu, nooit bij de organisatie, terwijl het zeer duidelijk is dat dat niet meer kan, niet houdbaar is. Hè. Het is een opmerking van iemand die zelf in dit systeem functioneert. Het is een politieman, vrouw, die mij dit zelf heeft ook nog eens helemaal uitgelegd.
En daar is duidelijk een probleem. Madame Henus, l'ancienne gendarmerie a à ce point encore toujours de l'influence dans la police d'aujourd'hui? Ja, dat is, de wetgeving is gemaakt na de hervorming. De hervorming was 2001. Voor de federale politie, de lokale 2002 is die dan tot stand gekomen. En het is een beetje nadien dat die wet is gecreëerd. En op dat moment, op het kabinet, zaten zeer belangrijke oud-rijkswachters, ja, die dus mee aan die wet hebben geschreven, die de hand hebben gelegd aan de wet. Ja. Mais comment très rapidement rebondir parce que allez, il y a plus. Après, Monsieur Gorteman. Oui, désolé, hein, mais entre-temps, on a parlé de community policing, hein, gemeenschapsgerichte politie. C'est notre cadre philosophique, c'est une circulaire. Mais il y a aussi, entre-temps, une circulaire qui s'appelle la CP3, la gestion de l'organisation, et donc qui part d'une détection de risques, mise en place de mesures préventives, etc. Et donc qui essaye de trouver la réponse à la lacune qui vient d'être citée. Mais force est de constater que depuis qu'elle a été écrite, il n'y a pas eu au niveau de la police intégrée non plus d'effort de traduction de cette circulaire et pas de formation des officiers, etc. pour la mettre en œuvre. Donc il y a encore un vide là-bas. Mais le cadre philosophique écrit existe en tout cas pour le permettre. Voilà. Monsieur Gorteman? Oui, moi je voulais revenir sur le problème du bilinguisme à Bruxelles et du manque de candidats néerlandophones en tout cas. Parce que vous devez savoir que sur les plus ou moins 230 candidats qui sont formés chez nous, eh bien pour l'année 2020, j'ai eu 25 candidats néerlandophones et pour 2021, j'en aurai que 20. C'est une réalité qu'il y a de moins en moins de néerlandophones qui ont envie de s'engager, en tout cas à Bruxelles, dans la police. Et avec ça, 20 candidats sur une année, s'il faut combler les trous des 6 zones de police, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Hein. Avec ça, on n'aura jamais suffisamment de gens pour faire que des patrouilles bilingues qui pourront intervenir lors d'un accident et qui comprendront ce que le préjudicié ou le plaignant a à leur raconter. Et alors, c'est une anecdote, mais qui vaut ce qu'elle vaut. Moi, j'ai commencé ma carrière de policier à Gansourn, où à l'époque, mais c'était dans toutes les communes, je pense, il fallait habiter la commune ou au minimum dans un rayon de 5 ou de 10 kilomètres. Et à l'époque aussi, maintenant évidemment transparence et tout le monde va crier au scandale, mais le bourgmestre donnait ou mettait en location en tout cas des logements sociaux à l'ensemble de ses policiers. Donc ils n'étaient pas obligés, mais ils avaient des facilités d'obtenir un appartement dans les logements sociaux. Ce qui fait qu'indirectement, il y avait un contrôle social qui était beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, proposer à un policier à Molenbeek ou à Bruxelles-Ville ou à Anderlecht d'aller habiter dans un logement social, je pense pas qu'ils vont se pousser au portillon pour obtenir le Graal. Merci. On va peut-être prendre avec Fatima Zibou une dernière question parce que nous sommes déjà au-delà de midi. Fatima. Oui, mais je vais être assez courte, étant donné qu'on a dépassé le timing et que la plupart des questions que je voulais poser ont déjà été posées par les personnes ici présentes. Donc, un grand merci pour cette intervention. Je voulais savoir, Monsieur Gorteman, sur les 1000 à 1600 nouveaux recrutements, combien étaient dédiés à Bruxelles? Ça permettra un peu d'avoir une idée sur les recrutements. Alors, moi, je suis responsable je travaille à Actiris, je suis un responsable d'un service dédié à la promotion de la diversité, la lutte contre la discrimination sur le marché du travail. Et le nombre de jeunes d'origine étrangère qu'on reçoit, qui rêvent de travailler à la police, est assez important. Mais il y a un problème au niveau du recrutement. Alors j'entends aujourd'hui que la question de la langue est mise sur la table. Il y a peut-être autre chose à creuser. Et il y a aussi un sentiment de fatalisme et une idée qui règne que de toute façon la discrimination règne dans le recrutement de la police et qu'il faudrait peut-être faire quelque chose. Étant donné qu'on n'a pas le temps d'en reparler maintenant, Monsieur Gorteman, je serais ravie de pouvoir en discuter après avec vous sur cette question, parce que je crois qu'il y a un vrai travail à faire. Et donc, dans votre PowerPoint qui était excellent et que je serais ravie de recevoir, où il y a vraiment un profil sur base des diplômes, sur base des niveaux de compétences, mais aussi sur base du genre et de la langue, je pense que la question de l'origine, sans tomber nécessairement
nécessairement dans des quotas et des statistiques ethniques qui n'est pas d'actualité, mais nous avons des outils qui permettent d'avoir une radioscopie du profil, en tout cas en termes d'origine. Alors, Monsieur Dazonixel disait que c'est un problème de nationalité. Non, on a des Belges qui viennent, mais qui sont d'origine étrangère, et je pense que c'est aussi l'une des réponses à avoir par rapport à cette représentation qu'on a du policier blanc flamand, avec cette fameuse phrase que vous connaissez, Monsieur Gorteman, tu fermes ton gueule et tu montes dans le golf, avec l'accent flamand très prononcé. Il faut casser cette représentation. Et moi, j'étais ravie lorsque j'ai été il y a quelques jours au commissariat qui se trouve au parc Marie-Josée à Molenbeek. Donc, j'habite à Molenbeek, et de voir la diversité qu'il y avait dans ce commissariat. Et c'était beau à voir en termes de genre, d'origine, de langue. Et on voit aussi que ça a un impact positif sur les personnes. En termes de formation, quand vous avez présenté le bloc 1 et le bloc 2, et je n'ai pas vu de formation liée aux stéréotypes, aux préjugés, aux biais inconscients qui est essentiel, et qui ne doit pas être optionnel, qui doit être obligatoire. Au Sanactiris, chaque agent qui vient est formé obligatoirement à la diversité, et moi j'ai formé à l'école royale militaire, et ce que j'entends comme question sur les représentations que nous avons des personnes d'origine est immense, et il y a un vrai travail à faire à ce niveau-là. Et donc, je ne sais pas si cette formation est intégrée, mais elle n'était pas dans le PowerPoint. J'imagine que oui. Est-ce qu'elle est obligatoire ou pas? Et je crois qu'à Bruxelles, Eric parlait de l'importance de l'urbanité. Monsieur Guy Van Engel parlait de la connaissance des quartiers. La question justement de se représenter et par qui fait cette formation, c'est important. Ça doit aussi il faut qu'il y ait des personnes concernées qui vivent cette réalité-là, pourraient le faire remonter. Donc voilà. Et bon, j'avais une question pour Monsieur Perotti, mais on n'aura pas le temps. C'est que j'entends, le site est très bien fait, Police Watch. J'entends l'enjeu du reporting, de visibiliser, mais il y a un enjeu qui est celui du sous-rapportage. Et les études montrent que les gens ne rapportent pas les violences policières parce qu'ils ont la conviction que ça ne sert à rien, parce qu'il n'y a rien qui est fait. Et il y a un fatalisme aussi à ce niveau-là. Et donc, j'ai vu dans votre site, il y avait une récolte de témoignages. Et moi, j'aurais aimé savoir, finalement, qu'est-ce que vous faites de ces témoignages-là? Est-ce qu'il y a un retour qui est fait vis-à-vis des personnes qui font ces signalements? Donc, voilà. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour ces interventions qui étaient très riches. Merci Fatima. Je pense qu'on va quand même laisser la parole un court moment à Jacques Gorteman, mais vraiment une courte intervention. Et puis, je céderai le mot de la fin à Monsieur Perotti. Ok, alors je vais aller effectivement très vite et répondre à l'invitation de Madame, qu'elle est évidemment la bienvenue pour en discuter de manière plus approfondie après, et que je répondrai à d'autres questions si nécessaire. On se rencontre à l'école ou ailleurs, c'est comme vous voulez. Mais pour vous rassurer, il y a dans le PowerPoint un losange qui parle du contexte sociétal. Et entre autres, là-dedans et dans le cours de déontologie, on fait part de toute une série de problématiques purement actuelles et entre autres tout ce qui est discrimination. Merci. Monsieur Perotti. Oui, peut-être juste répondre à Fatima sur votre question du sous-rapportage. Effectivement, c'est un vrai problème, le sous-rapportage. Non seulement le sous-rapportage, mais aussi le nombre de plaintes qui est extrêmement faible. Les deux sont liés, évidemment. Et d'ailleurs, c'est un argument qu'on entend très régulièrement de la part de certains policiers de nous dire, ou certains politiques de nous dire, voyez le faible nombre de plaintes, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ça veut juste dire que les gens ne portent pas plainte ou ne rapportent pas les problèmes, et donc il faut se demander pourquoi. Alors, je serais aussi ravi d'en discuter avec vous dans un autre contexte plus longuement, mais on est en contact, effectivement, on fait d'abord un tri dans les témoignages pour vérifier leur crédibilité, et puis on peut rentrer en contact avec les gens. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est assurer vraiment un suivi individuel de chaque témoignage ou plainte, mais on peut réorienter les gens, ou on peut leur donner des conseils sans avoir la capacité de les accompagner vraiment comme on voudrait. Mais c'est vrai que une partie de notre travail, c'est d'aller dans des associations, dans des maisons de quartier, des AMO, pour faire connaître le site et encourager surtout des intermédiaires qui pourraient être des travailleurs sociaux notamment à le faire connaître, pas seulement pour le site, mais aussi à faire connaître de manière générale les possibilités pour les gens de savoir où ils peuvent se plaindre, où ils peuvent déposer des témoignages, pas chez nous, mais aussi en justice. Alors, peut-être le mot de la fin, c'est peut-être me donner un bien grand honneur, mais moi, en tout cas, je voudrais saluer le consensus assez large qu'on a dans la discussion aujourd'hui. Pour être régulièrement en présence de syndicats policiers, ça se passe parfois dans les discussions de manière nettement plus conflictuelle et nettement moins respectueuse.
Donc, je suis très content de voir qu'il y a un socle partagé d'analyse assez important, même si on peut être en désaccord sur certaines choses, mais en tout cas que l'espace de discussion est possible, et que je pense qu'effectivement, sur le recrutement, sur la formation continue, sur le regard que portent les uns et les autres sur les autres, le regard partagé, les lieux de rencontre, les échanges d'expériences, simplement des lieux pour pouvoir se parler, sont importants, en particulier dans les quartiers où c'est plus compliqué. Et qu'il faut travailler, je pense, à réduire cet écart entre les principes, parce que dans l'ensemble, les textes légaux, la déontologie, les choses sont dites, les choses sont en place, le cadre est là, mais par contre, on sait que sur le terrain, il y a souvent un écart assez important entre l'esprit et les textes eux-mêmes, l'esprit des textes et les textes eux-mêmes, et la manière dont ça se passe. Et donc, c'est travailler à réduire cet écart auquel on doit s'attacher, aussi bien en interne à la police que nous, de l'extérieur, comme association, comme académique, ou comme personne qui réfléchit de manière générale sur ces problématiques. Mais merci beaucoup. Si vous me permettez de terminer par une note personnelle, je pense que la police a encore du travail à faire, ne fût-ce que parce que, comme on me disait quand j'étais petit et que je me bagarrais avec mon frère cadet, tu es l'aîné, donc c'est à toi de montrer l'exemple. Et je pense que c'est un vrai argument. Donc il y a encore du travail à faire. Il m'apparaît aussi, en entendant et en participant à ce débat, que la police est vraiment en bout de course dans les problèmes de la société. Et je trouve qu'il y a un parallèle à faire avec le monde de l'école, où aujourd'hui les familles disent à l'école, eh bien, éduquez notre enfant. Mais non. L'éducation, elle doit se faire dans les familles, et l'école n'est là que pour pallier des défaillances de la cellule familiale. Et ici, c'est un peu la même chose. Au fond, on dit à la police, apprenez aux gens à gérer leur comportement dans l'espace public. Certes, c'est ce qu'on lui demande, mais ce serait tellement plus simple si les familles et les citoyens appliquaient déjà ce bon précepte à eux-mêmes. Mais je pense que, et c'est le but des samedis matins de partage de réflexion et d'information, c'est d'arriver à une compréhension commune des problèmes, et je pense qu'on y est assez bien arrivé aujourd'hui. Ce débat a été enregistré, il sera très rapidement disponible sur notre site, sur notre page Facebook, et donc n'hésitez pas à le renseigner à d'autres personnes. Nous vous communiquerons également, ainsi qu'à tous les autres membres du groupe, les 2 présentations PowerPoint, y compris la vôtre, Madame. Et il me reste donc à remercier Jacques Gorteman, Olivier Sloss, Pierre-Arnaud Perotti, Els Enus et Guy Van Engel voor leurs interventions. En rest mij ook jullie allemaal te bedanken voor uw aanwezigheid, voor uw vragen. En het is dan mijn beurt om jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar te wensen. Dank u voor uw aandacht. Merci pour votre attention et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Au revoir.